Dieu est un mystère, ce n'est pas une investiture. Et je crois que André Malraux nous a dit que le XXIe siècle serait un siècle religieux. Et nous n'avons pas, je crois, à avoir peur des religions, à condition que les religions acceptent le principe supérieur d'organisation républicaine qu'est le principe de laïcité. La République reconnaît la liberté de conscience, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de croire ou de ne pas croire. C'est du domaine individuel. Elle garantit l'exercice du culte, c'est-à-dire que tous les cultes de quelque religion que ce soit ont le droit de s'exercer publiquement. Mais par ailleurs, la République ne reconnaît aucun culte particulièrement et elle ne salarie aucun culte. Les femmes ont réussi, grâce à la laïcité, à accéder aussi à l'école. L'école mixte a été créée en France à l'époque de Jules Ferry, après 1905. Donc c'est toute cette dynamique et tout ce cheminement qui a été très très long, qui fait qu'aujourd'hui la France est un pays laïque. Une partie des personnes qui défendent une approche de la laïcité très rigide, selon moi, c'est qu'il y a une confusion entre laïcité et athéisme. En somme, ces tenants de la laïcité en arrivent au fond à dire que l'athéisme, la non-croyance, est une étape supérieure dans l'histoire des sociétés à l'étape des religions. Dans l'islam, rien ne s'oppose à la laïcité, mais il peut y avoir des pratiques musulmanes ou des pratiques religieuses qui parfois, parce que certains individus et des groupes vont rentrer en conflit, vont opposer ces pratiques à la laïcité. Il ne peut pas y avoir de conflit. Le respect de l'autre montre que autant du côté des laïcs, non-croyants ou croyants, ou autant des musulmans pratiquants ou non, cette laïcité devrait permettre à chacun d'exister dans le respect de l'autre. Il n'y a pas du tout de contradiction entre l'islam et la laïcité. Les musulmans ont parfaitement leur place dans la société française et dans le débat public, c'est-à-dire dans l'exercice de la démocratie. Je me définis comme une musulmane laïque, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de séparer le politique du religieux. Et à l'école, il y a eu des glissements. Et le professeur n'a pas dans sa classe des catholiques, des juifs, des protestants ou des musulmans, il y a des jeunes Français qui sont tous des membres de la communauté républicaine. Mais j'ai dit, ce n'est pas un problème de laïcité française. Parce que si la laïcité française, on l'appliquait, ce serait plutôt une laïcité assez souple, finalement. Puisque c'est la neutralité de l'État. L'État n'a pas de confession, n'a pas de religion. Il impose, par exemple, que les enseignants ne doivent pas montrer, ou que les agents du service public ne doivent pas montrer leur religion. Là, c'est clair. Mais après, je dirais que la laïcité française, elle est souple. C'est-à-dire que si on s'en réfère à la loi Ferry, la laïcité s'applique à quoi? Aux institutions, au programme scolaire, et s'applique aux intervenants, aux enseignants. Elle ne s'applique pas aux usagers. Le débat a ressurgi d'une manière spectaculaire quand sont apparues les premières affaires de voile à l'école, de ce qu'on appelle le foulard islamique. Un collège Creil, en banlieue parisienne, où une jeune fille va refuser d'enlever son foulard, ou un directeur d'établissement qui s'était opposé à cette
à cette jeune fille qui avait porté le foulard musulman ou le foulard islamique, je ne sais plus comment on peut le qualifier. Et donc ça a été un point de départ d'une polémique énorme. Les courants qui prétendaient interdire aux lycéennes le port de ce foulard disaient « c'est une atteinte au principe de laïcité » que d'autoriser des manifestations ostensibles d'appartenance religieuse. En 89, il y avait eu déjà l'affaire de Creil. Et donc à cette époque, je passais le CAPES et l'agrégation de philosophie à la Sorbonne. Et donc j'ai été exclue par un professeur qui était professeur en philosophie politique. Alors que l'année d'avant, je n'avais pas de foulard, on avait établi une relation très amicale. À cette époque, il n'y avait rien, si ce n'est le décret Bayrou, mais qui ne s'appliquait absolument pas aux universités. Mais il a mis en avant le fait qu'on était dans un endroit symbole de la laïcité et qu'il était hors de question qu'un agrégatif ou un capétien prépare le concours avec un signe religieux, déjà ostentatoire à l'époque. اسمي ماريان عمري 19 سنة ولدت في فرنسا قدم والدي من المغرب في الستينات تربيت منذ طفولتي على مبادئ الدين لبست الحجاب سنة 1999 ولم يكن عمري يتجاوز 11 سنة في تلك الفترة لم أكن أعرف المقصود من الحجاب وخلال المراهقة بدأت أتساءل وأبحث ففهمت واقتنعت بضرورة محافظتي على حجابي. Entre 89 et 2003, écoutez, c'est la pression, c'est-à-dire qu'on faisait pression sur les filles pour qu'elles le portent. Ces jeunes femmes qui avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, certaines même passaient leur bac ou rentraient à la fac, étaient suffisamment grandes et suffisamment indépendantes et suffisamment fortes de caractère pour avoir choisi elles-mêmes le fait de mettre le foulard. C'était pourtant un choix vraiment personnel. J'avais quand même 26 ans. Je l'avais décidé, contre le gré bien sûr de ma mère et de ma famille, parce que c'était pour moi ma liberté, ma façon d'être, de vivre, un autre choix d'émancipation. Pour la plupart d'entre elles, elles faisaient ça par conviction. Et dans la démarche que je vous indiquais tout à l'heure, qui est une démarche de construction de leur identité, de leur chemin. Certaines féministes, elles nous ont dit le voile est un outil d'émancipation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non mais moi, on t'entend des propos mais hallucinants. Je suis féministe et je me revendique comme féministe. Et c'est en tant que féministe que nous nous sommes battus et que nous avons acquis un certain nombre d'éléments de libération. Mais ce que je crois, c'est que tout mouvement de construction de sa propre liberté part de l'intérieur des convictions des gens. Ce n'est pas en expliquant à quelqu'un comment il doit être libre qu'on le libère. Nous sommes contraints de lutter pour que des filles qui veulent porter le foulard à l'école puissent le porter et bénéficier de l'éducation. Nous luttons aussi pour que celles qui ne veulent pas le porter ne le portent pas. Surtout ici en France, la liberté de ne pas porter le voile supposait la liberté de pouvoir le porter. Et que finalement, être féministe, c'était respecter le droit et la liberté pour chaque femme de choisir sa voie d'émancipation. Et en dehors d'un modèle prétendument supérieur d'émancipation. On ne peut pas les forcer à enlever leur foulard, comme on ne peut pas forcer une jeune fille à le porter. Donc il faut qu'on se place, nous, citoyens français, sur la question du droit de le porter comme de celui de ne pas le porter. La vraie question qui est posée aujourd'hui en France, c'est pas tant le
comment dirais-je, l'histoire du je t'aime moi non plus entre la laïcité et l'islam. C'est qu'aujourd'hui, il y a un mal qui n'est absolument pas reconnu, pas pris en compte. Donc ce n'est pas un problème de défense de la laïcité française, l'affaire du voile. C'est plutôt, à mon avis, un soubassement ou des facteurs nationalistes et identitaires qu'on ne veut pas dire. En gros, c'est la peur de l'autre qui est exprimée en termes laïques, mais qui est plutôt, en fait, une crise nationaliste. Les filles portant le foulard ne sont pas si éloignées des mouvements régionalistes, homosexuels ou féministes. Le foulard est pour elles un moyen de s'enraciner dans une identité intermédiaire entre l'identité personnelle qui ne suffit pas et l'appartenance nationale devenue floue. Avant tout, il faudrait peut-être se poser la question, pourquoi ces jeunes filles françaises, nées en France, qui souvent n'ont de la culture d'origine de leurs parents que cette approche familiale et rien d'autre, pourquoi elles se revendiquaient et pourquoi elles avaient d'un seul coup envie de mettre un foulard comme ça, d'un seul coup. Pourquoi? Qu'est-ce qui expliquait cette situation? Et j'ai essayé de leur dire justement que c'était pour elles un moyen d'affirmer leur appartenance à une culture qui était trop souvent rejetée, leur identité, mais aussi leur solidarité avec leurs parents et leur famille, leurs frères souvent d'ailleurs, qui étaient victimes de discrimination et de racisme. Je crois que le débat, ou les multiples débats sur le voile et les crises de voile sont plutôt des crises qu'il faudrait qualifier de nationalistes et de nationalitaires, de peur de l'autre, l'autre musulman, mais qui était l'autre étranger, l'autre communautaire, celui qui vient d'ailleurs, celui qui est descendant de celui qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire c'est pas l'immigré, mais c'est son enfant. On pensait qu'il allait devenir un Français comme tous les autres, et finalement on s'aperçoit que certains continuent à porter la barbe, que d'autres continuent à porter le voile. Ce qu'on dit de l'islam, souvent, n'est pas fait pour parler de l'islam. Et derrière la phrase, derrière la question « l'islam est-il compatible avec la laïcité ?» quand elle est posée de manière souvent provocante, il y a la question « la République peut-elle intégrer les populations immigrées ?» Les années 80 seront les années d'une affirmation, c'est-à-dire d'une installation définitive de cette immigration, qui ne sera plus une immigration d'installation, elle deviendrait une immigration sédentaire, c'est-à-dire au cœur même de la République. Les enfants seront déjà des Français. Ils sont partout dans toutes les mosquées maintenant. Moi j'étais à Alger l'année dernière, j'ai pas vu. Ça dépend dans quel coin vous êtes. Alger même. Alger même? Centre. Il commence. C'est vrai que c'est dur pour les autres, notamment pour la société française, qui avait connu dans son histoire, ce que je dis toujours, un passé qui passe pas, hein, l'histoire coloniale, qui avait connu une relation avec l'islam qui avait été conflictuelle, notamment avec l'Algérie, mais pas seulement, et qui avait connu aussi des mouvements difficiles, que ce soit par exemple dans les années 82-83, toute une période de crimes racistes, toute une période, et après, une période aussi de terrorisme. Hein. أتذكر جيدا أنه بعد أحداث 11 من سبتمبر قال أستاذ التاريخ أن المسلمين هم من يتحمل مسؤولية ما حدث. استفزني قوله فكان انفعالي شديدا أيقظ تمردي، فقدت السيطرة على نفسي وتحول حواري إلى مجرد صراخ. La guerre des civilisations a été complètement montée par les États-Unis, guerre des civilisations qui fait de l'islam l'ennemi numéro 1 par rapport à la civilisation. C'est qu'aujourd'hui, le 11 septembre aidant, les tenants de ce qu'on appelle la guerre de civilisation, eh bien, participent à l'enracinement et à la diffusion de cette forme de racisme qui aujourd'hui n'est toujours pas reconnue. Et en fait, il y a eu, de manière inconsciente, non dite, en fait, cette peur de l'islam,
qu'on faisait, parce qu'on connaissait mal. Donc il y avait des amalgames avec le terrorisme, l'intégrisme, la révolution iranienne, enfin tout quoi. بدأت بعض التلميذات يحضرن المدرسة بجلابيب طويلة سوداء. لم تكن المديرة سعيدة بحضورهن بهذا الشكل، لكنها قررت أن تسمح لجميع المحجبات بالحضور بزيهن الكامل، شريطة ألا يكون جلبابا وألا تكون ألوان الحجاب داكنة، لأن ذلك يحيلنا على إيران. استغربنا من مقارنتها التي تشبهنا بإيران، لذلك حضرنا في اليوم التالي نرتدي ألوان العلم الفرنسي، الأحمر، الأبيض والأزرق. كنا 3 صديقات ولم نفترق طيلة الوقت ليفهم الجميع رمزية الشعار، وتمكنا من لبس الحجاب طيلة الأشهر الموالية. Il y avait des établissements dans lesquels on n'était pas trop regardant, on n'aurait pas accepté une fille en gilbab complet, mais celles qui prenaient des précautions avec béret ou autre, on les laissait passer. Je me souviens moi-même que dans les années 89, 90, 91, il y avait déjà eu des difficultés et que le gouvernement de l'époque avait trouvé des formes de consensus qui permettaient à chacun de vivre sa religion ou sa non-religion dans le respect de l'autre. Il y avait déjà eu des histoires. Nous nous étions sortis de cette affaire, au fond, en laissant les établissements scolaires régler les cas au cas par cas. Et on était arrivé à un équilibre qui était un bon équilibre. في السنة الموالية استدعتنا المديرة إلى مكتبها وشرحت لنا النظام الجديد الذي يمنع وضع الحجاب في حصة البيولوجيا والفيزياء وأثناء تمارين الرياضة، وبررت لنا ذلك بضرورة تجنب الحوادث. كان إعلان النظام الجديد بلهجة شديدة. كان من حقنا أن نلبس الحجاب كاملا بمواصفاته الشرعية، غير أن الواقع يجبرنا على الالتزام بالاتفاق المبرم تفاديا لأي صدام أو مواجهة. لم ننسى بعد قصص أخواتنا المطرودات سنة 1994 بسبب مذكرة بايرو، حيث توقفت بعضهن عن متابعة الدراسة بشكل نهائي. لقد تنازلنا كي لا نعيد مأساتهن. Le fait que l'affaire du voile à l'école ait ressurgi dans les années fin 2003-2004 se fait directement en écho d'un contexte mondial et de la stigmatisation des Arabes et de l'islam. Véritablement, je ne vois pas d'autres explications parce qu'il n'y a pas eu de problème particulier en 2003. Rappelons quand même que cette loi 2004 a été votée, ou plutôt elle était en gestation suite à un autre incident qui est intervenu au lycée Henri Vallon à Aubervilliers dans la région parisienne. Et c'est un détail un peu croustillant, mais il faut quand même le dire parce qu'il a son importance. 2 sœurs qui sont d'une famille juive. Je rappelle simplement que le papa, qui est un avocat, qui est un homme laïque, un homme, disons, attaché à la laïcité, parce qu'il a soutenu ces 2 filles. Paradoxe. C'est-à-dire, voilà, un laïc, sécularisé, n'ayant jamais vécu dans cette foi, qui évidemment a pris le parti de ces filles pour la liberté d'expression. Aux alentours du mois de janvier ou février 2003,
elles ont commencé à se couvrir la tête, à porter le foulard, comme on dit. Ça faisait suite pour elles, je ne veux pas parler à leur place, mais elles l'ont expliqué de manière suffisamment claire, ça s'inscrivait dans un cheminement spirituel, de recherche. C'était pour elles un pas difficile à franchir. Elles redoutaient ma réaction, par exemple, sauf que je suis très athée, libre penseur ou tout ce qu'on veut. Et puis elles redoutaient un peu la réaction du public. J'ai commencé par attirer leur attention sur le fait que si elles allaient à l'école comme ça, elles allaient au-devant de Pépin. كان أبي يشجعني على تيسير الأمور وعدم التورط في المشاكل مع المدرسة. لقد كانت الدراسة بالنسبة إليه أولوية يجب الاهتمام بها. لأننا نعيش في بلد أجنبي فلا بد من تجنب كل ما يخلق المشاكل. La mise en avant de l'affaire de mes enfants a relancé le débat avec un côté très très polémique, très violent. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment la campagne médiatique qui a attisé et fait émerger jusqu'au sein de mon propre établissement des comportements d'intolérance qui auparavant n'existaient pas. Mais les médias n'ont pas inventé les faits, ils les ont amplifiés. Il est vrai qu'un événement comme celui-là, qui est d'une nature totalement différente, qui est dans une logique de rupture, qui est une singularité dans l'espace français, eh bien les médias se sont jetés dessus. Où on était interviewés par des journalistes qui faisaient et à la fois les questions et les réponses. La bataille a fait rage dans ce pays. Ça a fait la une de tous les journaux. Dans les familles, tout le monde se disputait. Dans toutes les associations, il y a eu des divisions. Dans toutes les structures politiques, il y a eu des divisions. Je suis là pour soutenir les femmes. Je suis aussi une femme française, citoyenne avant tout, et je suis venue le revendiquer, tout simplement. Choisis pas ton public. École publique. Choisis pas ton public. École publique. Deuxième génération. On s'en fout. On est chez nous. En septembre 2003, c'est-à-dire la mobilisation dans un lycée voisin du mien d'ailleurs, d'une équipe enseignante qui a voulu exclure 2 élèves qui portaient le foulard et qui le portaient déjà l'année d'avant. Mais voilà, à la faveur de ce bruit médiatique et de ce débat national, un problème qui n'en était pas un en est devenu un, au bout de 3 jours, une affaire nationale, parce que les enseignants sont allés, d'eux-mêmes je précise, appeler la presse et la télévision. Et donc là, on a eu un psychodrame qui a commencé, des dizaines et des dizaines d'articles, enfin un bruit médiatique assourdissant, des sondages, des articles, des émissions sur le sujet pendant des mois et des mois. Et vraiment, comme un rouleau compresseur, on a abouti à donc, une véritable campagne avec un seul son de cloche très dominant. Donc, le voile est inacceptable et la prohibition est la mesure adéquate. L'opinion publique a été extrêmement secouée. Le gouvernement a sagement décidé de constituer la fameuse commission Stasi. Il y a eu une seule femme qui a été auditionnée, qui est Saïda Kada, et encore, c'était à J-1 de la délibération de la commission, et alors que le président de la commission Stasi, qui en l'occurrence était Bernard Stasi, avait rendu les délibérés par le biais médiatique. La commission n'est absolument pas focalisée sur le voile. C'est essentiellement la presse qui en parle beaucoup. L'Assemblée a voté massivement la loi contre les signes religieux à l'école. 494 voix pour, 36 voix contre. Le texte entrera en vigueur à l'automne 2004. Aussi invraisemblable que ça semble, la laïcité, la République reposait sur une mèche de cheveux, le lobe de l'oreille et la racine du cou. Le port de tenues ou de signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doit être proscrit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Je crois que la République française est forte. Elle est forte de plusieurs siècles. La Constitution, la dernière Constitution a 50 ans, la laïcité a plus de 100 ans. La République française ne va pas trembler devant quelques foulards.
لم يكن رأي أمي مختلفا عن رأي أبي، إلا أنها كانت تسعى إلى مواساة وتهوين الأمر علي، فتقول: ما داموا يجبرونك على نزع حجابك فأنت في حكم المكرهة ولست مسؤولة عن تصرفك، ولن يعاقبك الله وهو مطلع على نيتك. أمي ترى أن أهتم بدراستي بدل الإصرار على تصرفات تدمر مستقبلي. Je trouve que la République ne soit pas capable de se donner les moyens de pouvoir, par le dialogue, par la concertation, régler quelques cas. Alors évidemment, il fallait les régler en dehors des caméras. Évidemment, il fallait les régler en dehors des clivages politiques. L'école de la République ne doit pas être à la merci des querelles religieuses ou ethniques. C'est la raison pour laquelle le Parlement a voté la loi du 15 mars 2004. Il faut la loi, rien que la loi, il faut la fermeté républicaine sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'interdiction des signes religieux que sont le voile sous toutes ses formes, la kippa ou les croix de grande dimension. وبعد التصويت على القانون في شهر مارس 2004 بدأ الحديث عن منع الحجاب في مجلس الإدارة الذي كنت عضواً فيه. اقترحت المديرة دون سابق إنذار على المجلس قرار منع كل ما يوضع فوق الرأس. لم أجد بدا من الاحتجاج قبل أن يشرع المجلس في التصويت على مشروع القرار دون مناقشة، فصرخت قائلة: هذا منافي للقانون، غطاء الرأس. فقاطعني أستاذ التاريخ قائلا: الشريط فوق الرأس بديل للرموز الدينية، وفي جميع الأحوال نحن نعلم من يرتديه ومن لا يرتديه. Cette loi, elle est fondée sur 3 principes. L'interdiction des signes religieux ostensibles, la procédure de dialogue avant toute sanction, et enfin l'évaluation au bout d'1 an. تم توجيهي إلى المساعدة الاجتماعية للمتابعة النفسية، فاستقبلتني وهي تتقمص دور الصديقة. استرخت على كرسيها وبيدها علبة سجائر تعبث بها كما لو كانت تجلس في مقهى. تحدثت إلي بلهجة تكاد تصل إلى حد الوقاحة، وكان تأثيرها سلبيا، فأنا أعتبر تصرفها عديم المسؤولية. حاولت مناقشة الأمر معها، ولكنها سرعان ما تدخلت قائلة: أخبروني أنه يصعب الحديث معك، فأنت فتاة متمردة وتحاولين التلاعب بعقول صديقاتك. كان هذا هو الدعم النفسي الذي حظيت به. وكانت تكرر: يجب نزع الحجاب. سبق لي وعملت في منطقة فالفلوري وتحدثت إلى أمهات المسلمات، وقد أكدن لي أن الحجاب ليس ضروريا. أنت شابة وجميلة، تمتعي بحياتك. Et ce qui s'est passé après, c'est un simulacre de discussion. Parce qu'en fait, ce que la loi avait préconisé, c'est que dans les établissements, il y ait des discussions avec les jeunes filles pour négocier avec elles, qu'elles enlèvent le foulard dans l'établissement, qu'elles le remettent après, qu'elles mettent un bandana. Il y a eu des débats, mais stupides, pour savoir si le bandana qui cachait l'oreille était un bandana islamiste, ou si le bandana qui était derrière l'oreille ne l'était pas. Enfin, c'est devenu n'importe quoi. L'inspecteur d'académie, à un moment, me dit, c'est M. Ringard, Jean-Charles Ringard, mais quel compromis peuvent-elles faire? Je dis, elles peuvent faire n'importe quel compromis, elles veulent bien venir avec n'importe quoi sur la tête, fût-ce une cagoule, un passe-montagne quelconque. Ce qu'elles ne veulent pas, c'est montrer leurs cheveux, leurs oreilles et leur cou. Et là, il m'a dit, je crois que ça ne va pas être possible. C'était aussi aux professeurs de
de dénoncer, si je puis dire, les filles voilées qui voulaient rentrer donc dans les cours des différents professeurs. في يوم من الأيام التقيت بأستاذ التاريخ وأنا على بعد أمتار من باب المدرسة. كنت ألبس حجابي كاملا. لم يعلق حينها، ولكنه في اليوم التالي وقف أمام باب القسم ومنعني من دخول الحصة، وأمرني بنزع حجابي قائلا: مريان، أزيلي ما فوق رأسك، مع أنني كنت أرتدي نفس شريط البارحة. On a vu à ce moment-là des choses absolument hallucinantes. Par exemple, le même bandana couvrant autorisé à une jeune fille qui s'appelle Martine et interdit à une jeune fille qui s'appelle Fatima. Les filles étaient mises en isolement. Dans plusieurs établissements, elles n'avaient pas le droit de prendre leur récréation en même temps que les autres. Elles devaient arriver au lycée et quitter le lycée un peu avant ou après les autres. En fait, dans 90% des établissements où il y avait des cas de jeunes filles qui portaient le foulard, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de négociation, il y a eu quelque chose qui visait à casser ces jeunes filles. وفي شهر سبتمبر من السنة الموالية أرغمنا على الجلوس مع أحد الحراس في قاعة هي عبارة عن غرفة للمهملات مكدسة بالأثاث والعلب الكرتونية. لم نتحمل الأمر وشرعنا في ضرب الباب بقوة وعنف. حضرت المديرة لفتح الباب بعد أن سجنتنا في القاعة دون علم الأساتذة ولا التلاميذ. حضرت وتهددنا بأنها سوف تمنعنا من الاستراحة. Nous avons dit, et notre position elle est claire, nous ne sommes pas pour le port du foulard à l'école. C'est clair. Mais nous disons sur cette problématique-là, il fallait faire du cas par cas. Il fallait faire du sur-mesure. Il fallait prendre le temps du dialogue. Et que la pire des réponses, c'est l'exclusion. Le conseil de classe s'est prononcé, leur exclusion définitive pour cette histoire de morceaux de tissu sur la tête. J'étais effondré. Elle aussi, j'ai honte de le dire, mais elle résistait mieux que moi. C'est-à-dire, c'est presque elle qui m'a empêché de pleurer en sortant de ce conseil de discipline. Elle n'en était pas moins effondrée, abattue, surtout dans les jours qui ont suivi, quand il a été manifeste que leur scolarité s'arrêterait là. Ce n'étaient pas d'excellentes élèves, c'était des bonnes élèves normales, mais qui avaient tout pour passer le bac tranquillement et faire des études normales. Et ça, elles ont su ce jour-là que c'est quelque chose à quoi elles devraient renoncer. Le conseil de discipline, c'est une chose absolument terrible. Imaginez une juridiction dans laquelle la même personne tient lieu de procureur, c'est-à-dire qui décide qui va être poursuivi et pourquoi, tient lieu de témoin à charge, c'est-à-dire dit j'ai constaté ceci, ceci et cela, et tient lieu de juge, c'est-à-dire prononce la sanction, préside le tribunal. نظمت المديرة لكل فتاة على حدة اجتماعا خاصا مع الطاقم التربوي، فكانت الفتاة تجد نفسها وراء طاولة تترأسها المديرة والأساتذة كما لو كانت أمام المحكمة. وعندما حان دوري قالت المديرة:
تحدثي، نحن هنا للاستماع إليك. وفي هذه اللحظة لم أتمالك نفسي وانهارت وتدفقت دموعي. La loi a abouti par elle-même à plusieurs centaines de déscolarisation de jeunes filles. Et que ce qu'ont vécu mes enfants, des centaines d'autres enfants le vivent de manière plus ou moins semblable. Et donc c'est une catastrophe. C'est que si on considère que ces filles sont effectivement victimes soit d'une idéologie, soit d'une religion, soit de groupes sectaires, soit d'un imam, soit... Déjà, c'est déjà une contradiction terrible par rapport à un espace démocratique qu'est la France, c'est d'exclure des filles qui sont quand même très majoritairement mineures, et donc on exclut les victimes, on n'exclut pas les responsables. Donc déjà, c'est un peu une contradiction, si vous voulez, par rapport à la conception de la laïcité, qui est de dire notre devoir est de vous éduquer dans l'école de la République. Pour nous, c'était très important que les filles puissent aller à l'école, être protégées. Et c'est ce qui s'est passé, puisque massivement, elles ont retiré leur voile à l'entrée de l'école et qu'il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de problème. Une partie qu'on estime à 200-300 personnes, 200-300 élèves, n'ont même pas fait la rentrée. Donc ont été déscolarisés de fait, en tout cas sortis du système scolaire public. J'ai 2 nièces qui ont 15 et 16 ans, qui ont arrêté l'école contre le gré de leur maman, qui était, elle, qui souhaitait vraiment qu'elles n'aillent pas à l'école avec leur foulard devant l'école, et devoir enlever aux yeux de tous leur foulard. Elles subissaient cet acte comme une humiliation profonde et un dévoilement total. كنت أكتفي بوضع شريط عريض يغطي مقدمة الرأس، وعند مغادرتي للمؤسسة أضع قبعتي وأهرول هربا من الأنظار التي تترصدني لألبس حجابي. Hanifa Cherifi, qui était responsable de ces questions-là au ministère, a dit la rentrée s'est très bien passée. Mais ce qu'elle voulait dire en disant la rentrée s'est très bien passée, c'est nous n'avons pas eu de problème de foulard. Reste à savoir ce que ça veut dire un problème de foulard. Alors en effet, compte tenu de la loi, peu de jeunes filles ont fait le choix d'aller à l'école avec leur foulard. Il y a le politiquement correct qui fait dire et qui fait dire à l'opinion publique qu'il n'y a plus de problème. Et il n'y a surtout pas de discrimination, donc il n'y a surtout pas de victimes. Je suis pour la liberté et je pense que la liberté de choisir son vêtement, c'est une des libertés basiques. Je pense que interdire de porter le voile à l'école, ça empêchera plein de jeunes filles de continuer d'étudier. Je ne vous cache pas que la presse a fait assez peu écho de ces déclarations du prix Nobel de la paix, dont on attendait sans doute qu'elle dise exactement le contraire. Cette loi se présentait comme une loi contre les signes religieux, c'était ça l'intitulé. Tout le monde sait maintenant que c'était une loi contre le foulard. Alors que nous savons aujourd'hui que la notion de race, et vous l'avez dit d'ailleurs, est dépourvue de tout fondement scientifique. Mais le racisme existe. Donc nous luttons contre la discrimination et toutes les formes de racisme. Enlever le mot race, ça serait interprété comme un affaiblissement, voire une volonté de ne plus agir contre le racisme. Le débat suscité par la présence de ce mot dans notre Constitution est tout à fait légitime. Aujourd'hui, nous savons tous
que les races n'existent pas, et nous savons également que la lutte contre le racisme est en réalité une lutte contre toutes les formes de discrimination liées aux origines. Quand je rencontre des gens comme ça, soit dans un espace de militantiste, soit ailleurs, vous parlez français ou dans les administrations, attendez, je vais écrire à votre place. Et ça me fait très mal, surtout quand c'est en présence de mes enfants, qui me disent, mais maman, t'es française? Oui, je suis française. Je suis française et tu l'es aussi. Tu es français. Je suis convaincue, mais ça c'est une conviction personnelle que j'ai pu avoir en tant que parlementaire, en approchant d'autres collègues parlementaires, qu'il y avait peut-être de manière inconsciente un élan raciste. C'est vrai qu'à chaque fois que je sors de la maison, je me dis, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Parce que les insultes, on les subit, les violences verbales, les violences physiques aussi. Et c'est là où on se dit, mais tu n'es pas française, tu te dis française, mais le regard qui pèse sur toi est le regard d'une femme qui n'est pas française. Mais ces filles, elles sont nées en France, de deux parents français de naissance, on ne peut pas faire plus française qu'elles. Même si nous, en tant que femmes, nous sommes françaises, nées ici, donc tout à fait d'ici, mais on nous renvoie toujours à un ailleurs qui serait en lien avec le choix vestimentaire qu'on aurait fait. أفرزت آخر المفاوضات اتفاقا جديدا يقضي بوضع الحجاب خارج المدرسة واستبداله بشريط داخل حرم المدرسة وتعرية الشعر بصفة كاملة داخل الأقسام. إنها العنصرية وأؤكد وجودها بل أشعر بتفاقمها ولأكون أكثر لطفاً سأقول أن في بلاد حقوق الإنسان أنا ملزمة بالمقاومة اليومية من أجل الحفاظ على حريتي في ممارسة شعائر الدينية والحفاظ على حقي في الدراسة. La crise du voile, ou les multiples crises de voile qu'a connues la société française depuis 1989, ne renvoient pas tant à un problème laïcité-islam qu'à un problème de perception de la société française, de son identité, par rapport à ce qu'elle perçoit comme une menace et une agression d'un symbole qui est encore perçu malgré tout comme un symbole d'une population un peu étrange, qu'on considère à moitié comme française, mais pas tout à fait, et dont on dit « c'est nous qui t'éduquons et c'est pas à toi de nous donner des leçons ». Je peux témoigner de discrimination dont sont victimes de manière générale alors les filles qui portent le foulard ou les femmes qui portent le foulard et qui pour le coup se déclinent d'injures verbales. Alors deux injures bien précises qui nous font revenir à justement la discrimination sexiste et la discrimination raciste, en l'occurrence retourne dans ta cuisine ou alors rentre dans ton pays. Les effets pervers de l'affaire du voile seraient finalement la justification de la création d'écoles confessionnelles. Puisque ces filles ne peuvent pas aller à l'école publique avec leur voile, on va donner des arguments à un certain nombre d'associations, voire de parents, pour leur dire on va les mettre dans des écoles religieuses. Il faut permettre aux musulmans d'avoir des établissements privés sous contrat, c'est-à-dire sous surveillance quand même de l'État. Moi, je me suis toujours battue pour que ces écoles n'existent pas. Mais aujourd'hui, après la loi, mon discours progressivement commence à changer. Le fait que ces écoles musulmanes existent va être un tremplin pour ces jeunes filles. C'est mieux que pas d'école du tout,
Mais si on se pose la question du communautarisme, c'est plus communautariste. Si c'est pour se retrancher en disant ok, ben finalement comme on ne veut pas de moi avec ce que je suis et tel que je suis à l'école publique, qui est censée ne pas choisir son public, je me rabats sur l'école musulmane puisque finalement il vaut mieux être avec ceux qui m'acceptent tel que je suis. Alors là non, clairement non. Pourquoi une certaine discrimination au niveau de l'agrément, de la reconnaissance des écoles privées chrétiennes et pas musulmanes? Et je soupçonne même certaines autorités de l'État et certaines associations musulmanes d'avoir dealé la loi sur le voile en disant « vous ne faites pas de manifestation contre la loi, vous restez sages, et en revanche, je défendrai le dossier des écoles musulmanes. » Il y a un fantasme aujourd'hui qui considère que le communautarisme vient uniquement du côté musulman. Force est de constater que les écoles communautaires catholiques existent depuis 10 siècles, que les écoles de confession juive existent depuis des siècles. Le drame de ça, c'est pas forcément qu'on va aller vers une guerre communautaire, il faut pas non plus exagérer. C'est pas parce que vous allez, on a tous des amis qui ont été dans des écoles religieuses, chrétiennes, juives, ça ne devient pas des monstres de sectarisme, d'intégrisme, de radicalisme pour autant. Je dirais que le bilan de cette loi est un bilan négatif pour les jeunes filles. Il est surtout négatif parce qu'il a validé l'idée chez les enfants, chez les jeunes et dans la population française qu'en somme, l'islam, et très particulièrement une jeune fille portant un foulard, une jeune femme portant un foulard, est dangereux, est dangereuse. Et c'est ça qui est inacceptable. Et on n'est pas capable de mesurer l'autre réalité, c'est-à-dire le détournement islamophobe de la loi. C'est-à-dire comment cette loi, qui a un périmètre très précis que la loi a fixé, eh bien il sort de ce cadre-là. Tous ceux qui de près ou de loin, alors soit un contentieux à régler avec une histoire, pour faire court avec un arabe ou avec un musulman ou avec l'islam ou avec ce qui se passe à travers le monde entier, notamment depuis 2000 ans, finalement s'est senti légitime pour se saisir de cette loi et l'extrapoler de manière illégale à d'autres champs que le champ strict de l'école. Le directeur, depuis cette loi, refuse aux mamans qui portent le foulard d'accompagner les sorties scolaires. On a eu des mamans qui ne sont pas musulmanes et qui ont mis, par solidarité à ces mamans exclues, des petits bandanas sur la tête et qui, parce qu'elles avaient marqué leur soutien à ces mamans, n'ont jamais pu accompagner les sorties scolaires. Le ministre a réaffirmé que l'école faisait un abus de pouvoir en instituant dans son règlement intérieur l'interdiction à ses mamans d'accompagner les sorties scolaires. C'est l'exclusion et la discrimination avec un grand D qui est le prolongement, qui prolonge et qui fabrique et qui accouche le communautarisme. Moi, je récuse le fait qu'on ne parle de communautarisme que quand on parle des musulmans et des arabes. C'est incroyable, ça. Il y a plein d'autres communautés organisées dans la société française et dans toutes les sociétés du monde, d'ailleurs. Le communautarisme est un état d'esprit. Le communautarisme vient se végéter dans des eaux de naufrage, lorsque la nation n'est pas capable de ramasser tous ses enfants.
voudrais insister sur le fait que le terme de ce débat, avec tout son soubassement xénophobe et raciste, eh bien le terme de ce débat, c'est que des centaines de jeunes filles, c'est-à-dire des centaines de familles, toutes ces jeunes filles ont des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des amis, des voisins, des voisines, qu'une population entière s'est trouvée stigmatisée et a vu leur petite sœur ou leur grande sœur ou leur fille privée du droit le plus élémentaire qui soit, celui de faire des études. للرجال والنساء معتقدات مختلفة وعلينا احترام الجميع. حجابي هو عنوان حريتي. أنا متعبة من تبرير حجابي وشرح قناعتي. أحلم بممارسة لحياة عادية والحديث عن أشياء أخرى.